enregistrement. C'est bon, tu peux y aller. Voilà, ce que j'étais en train de dire, c'est que j'ai ressenti fortement cette semaine la présence et la vibration de nos trois amis de l'escadrille, donc Georges, Nicolas et Jean. Et j'ai pensé que c'était par rapport aux événements que traversait la planète. Ils ont une certaine inquiétude, ils insistent sur certains points qu'on pourra évoquer à la fin, qui sont des points d'attitude qu'il convient d'adopter actuellement par rapport à ce qui se passe, dont nous sommes surtout spectateurs et pas tellement acteurs, pour essayer d'avoir une influence en pensée qui irait dans le sens d'une élévation, on va dire, des vibrations de notre monde. Voilà, on pourra en reparler à la fin. Si tu veux, on va aborder les questions. Merci Anna. Donc je vais poser la première question pour le compte d'Armel, qui ne pouvait pas être là ce soir et qui m'a envoyé sa question. Elle est relativement longue et je vais essayer d'aller le plus vite possible, de façon à se comprendre quand même. Voici sa question. Je suis en train de lire Les piliers de la Terre de Ken Follett, le best-seller. Et là, la question me remplit, me submerge sur la condition de la femme. Depuis des siècles, elle est bafouée par l'homme, maltraitée, pourchassée, humiliée, violée, torturée, dénigrée, discréditée, dévalorisée, accusée, jugée. Et le Moyen-Âge n'a rien à envier à notre société d'aujourd'hui, puisque rien ne change dans les pays en état de guerre totalitaire, pour les extrémistes de tout poil ou bien les machos de nos sociétés tellement civilisées, les déséquilibrés. Qu'avons-nous fait, nous les femmes? Quelle faute avons-nous à expier hormis d'avoir croqué la pomme? Simpliste et enfantin, les mots sont dérisoires. Comment se satisfaire d'un dogme qui s'adresse à l'humain comme à un enfant de maternelle? La femme est pourtant l'avenir de l'homme, comme l'inspirait Aragon. Mais pour atteindre cet équilibre nécessaire entre les genres, que doit comprendre la femme? Que doit-elle travailler pour l'atteindre? En quoi la culture de la femme inférieure à l'homme, entretenue par la force et la peur, nous permet-elle au cours des incarnations d'évoluer vers une dimension supérieure? Je me trompe, où l'homme est beaucoup plus préservé, maintenu dans sa toute-puissance? Je trouve le mur bien haut devant moi et j'ai peine à trouver des réponses satisfaisantes ou cohérentes, sans doute les émotions qui me submergent. Merci pour votre avis sur cette importante question de la condition de la femme. Oui, donc ils avaient bien perçu cette question parce qu'ils m'ont donné déjà des éléments de réponse, donc je vais partager avec vous. Alors c'est vrai qu'apparemment, on va être en accord avec Armel, il semblerait que la femme soit vraiment très maltraitée depuis des siècles, alors qu'en réalité elle occupe une fonction importante. La femme est fondamentalement une initiatrice. Si vous prenez tous les anciens contes et légendes, vous verrez qu'en général, le chevalier devient chevalier ou le roi devient roi parce qu'il y a ou une fée ou une femme, il y a une présence à côté de lui qui va l'inciter à se dépasser et à devenir meilleure. Elle a donc cette fonction très très importante d'initiatrice et il faut savoir que depuis quelques décennies, nous sommes dans un cycle que les bouddhistes appellent le cycle de Tara la bienfaisante, qui marque le fait que notre monde est sous l'influence de cette énergie qui est le côté féminin de l'univers et que cette énergie est une énergie de compassion. Donc c'est l'énergie dont nous avons besoin en ce moment. Et les femmes l'ont appris au travers des souffrances. Ça a été un enseignement très dur, mais elles l'ont conscientisé, elles l'ont assimilé, et elles sont capables de le restituer. Alors même si ça ne paraît pas évident aujourd'hui, parce que c'est pas évident quand on regarde les nouvelles et ce qui se passe dans le monde, les femmes ont en fait une position très puissante. Je pense qu'il y aura un moment, d'après ce que l'on me dit, où ces femmes se réveilleront et prendront ce pouvoir d'amour très fort, et on ne va pas dire l'imposera, mais
le fera vivre encore plus fort pour qu'il arrive à changer ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Les femmes ont toujours dit qu'elles ne donnaient pas la vie, qu'elles ne mettaient pas les enfants au monde pour les voir tuer dans une guerre. C'est quelque chose d'inacceptable. Donc il va falloir que ce message passe aujourd'hui, autrement effectivement nous allons vers la très mauvaise ligne temporelle, comme ça nous a été expliqué par ailleurs par les veilleurs. Donc les femmes ont en fait une position dominante en réalité. D'ailleurs dans les sociétés traditionnelles, les sociétés par exemple amérindiennes, chamaniques, les femmes sont données comme ayant un pouvoir supérieur à celui des hommes, ce qui était le cas aussi chez les Celtes, chez les druides, où ils considéraient que les prêtresses avaient un niveau supérieur, même aux druides les plus avancés. Vous le voyez dans le mythe de Merlin, qui finit par être emprisonné par Viviane. Le plus puissant, en fait, des druides va finir par être envoûté par la prêtresse d'Avalon. Pas forcément dans un but négatif d'ailleurs, puisque c'est tout de même un envoûtement d'amour. Donc, je pense qu'il faut réviser un petit peu notre perception des choses. Dans l'apparente. Ton micro est coupé, Anna. Anna, ton micro est coupé. Je suis désolée, il s'est coupé tout seul. C'est bon. Il s'est rétabli. C'est bon. Oui, je reprends ma dernière phrase. Dans l'apparente réalité, les femmes sont très maltraitées, effectivement, surtout dans certains pays. Dans la réalité des choses, elles ont un pouvoir énorme qui pourra se manifester un jour. On va prier pour qu'il se manifeste rapidement. On en voit un peu les prémices si on regarde l'Iran, par exemple, où on voit qu'il y a tout de même un mouvement qui va vers une liberté. Est-ce que l'enregistrement se fait, Claude? Parce que je te vois... Oui, non, c'est bon. Non, je conseillais à mon épouse de ne pas faire de bruit. Alors, voilà, tu es en train de la brimer, tu te rends compte? Non, je la conseillais. Non. On peut non, parce que ça s'enregistre, ça s'enregistre. Hein. On peut passer à une autre question, si vous le souhaitez. Bien, je donne la parole à la deuxième personne qui a levé la main. Il me semble que c'est Marie-France. Marie-France, oui. Tu as la parole. Il faut ouvrir ton micro, Marie-France. Ouvert. Oui, c'est bon? Oui, ça y est, on t'entend. Bonsoir à tous. Là, je m'adresse à Syntex parce qu'il aurait rejoint l'escadrille de l'invisible et il est très présent, et cet après-midi encore. Et je reprenais un passage d'un livre où il disait « Je n'arriverai donc pas à retrouver celle dans laquelle j'habite », en parlant des étoiles. Est-ce que, Syntex, vous avez retrouvé l'étoile dans laquelle vous avez habité? Et maintenant que vous êtes dans ces fréquences, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil par rapport à ce que vous avez vécu, qui aussi nous concerne fondamentalement aussi, le conseil sur la vie? Alors l'énergie, apparemment, je ressens l'énergie de Syntex, c'est très poétique et très belle. Alors je pense que l'étoile, ça c'est moi qui réponds, l'étoile oui, il a dû la retrouver, il a l'air d'acquiescer. Le conseil qu'il peut donner, c'est garder vos rêves, continuez de chérir vos rêves et d'aller vers ce qui est beau, la beauté. Il l'a représenté, je crois, dans Le Petit Prince par la rose, la fameuse rose du Petit Prince, et c'est un symbole très puissant. C'est-à-dire que si l'humanité, il dit que si l'humanité accepte de se nourrir de beauté, la beauté peut sauver le monde. Effectivement, c'est quelque chose qui a déjà été dit par l'escadrille, il rejoint totalement ce point de vue. Son point de vue à lui est un point de vue poétique, est un point de vue d'artiste en fait. Et il insiste sur l'importance de notre imaginaire et de notre capacité donc à rêver, dont l'étoile est le symbole, donc il vient d'insister là-dessus. Cette étoile
qu'on ne va pas citer, on ne sait pas nous vraiment où elle est un symbole de ce qu'un chanteur un jour a appelé l'inaccessible étoile. Elle est accessible quand on sort de ce monde, bien sûr. Là, elle devient accessible. Mais il convient que l'humain essaye de se diriger vers son étoile intérieure. Voilà ce que je perçois actuellement comme réponse. Donc la beauté, l'imaginaire, la poésie, s'en nourrir. Vraiment, c'est comme un aliment, ce que je perçois. L'homme actuellement s'alimente d'images très dures, d'images très négatives, qui ont tendance, on va dire, à dégrader notre état d'être vibratoire et notre état de santé également. Et il convient qu'on se dirige volontairement vers une alimentation, on va dire, psychique, psychologique et réelle, qui soit saine et qui soit belle. La beauté, encore une fois, c'est un mot qui revient en boucle là, la beauté. Cultiver la beauté. Merci, Syntex. Merci Marie-France. Tu baisseras la main et je vais donner la parole à Catherine. Alors, bonsoir à tous les arrivants. Voilà. Et ma question c'est, vu les circonstances désastreuses qui se passent autour de nous, qu'est-ce qu'ils peuvent nous donner comme conseil pour rester dans des hautes fréquences? Bon, il y a la beauté, il y a la poésie, la musique, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour pouvoir, comment dirais-je, participer à cette élévation pour que ça s'arrête toujours un petit peu quand même, parce qu'on ne peut pas continuer, c'est une catastrophe là, ce qui se passe partout. Donc, à notre niveau, comment on peut participer à améliorer le taux vibratoire de notre planète? Alors, la réponse est très nette. C'est adopter volontairement une attitude de compassion, de gentillesse quotidien dans notre vie. On va dire nos pouvoirs sont apparemment limités puisqu'on n'arrive pas, nous, à influer totalement sur nos dirigeants. On a l'impression qu'on subit effectivement les événements de la même manière que les membres de l'escadrille disent qu'ils ont subi la Deuxième Guerre mondiale. Il fallait obéir, il fallait s'engager. Mais l'important, c'est de manifester de la fraternité au quotidien, de la compréhension, de la compassion et de la bienveillance. Il faut vraiment insister sur l'attitude. Je crois qu'il y a un message, effectivement, dans les 33 qui s'appelle « Attitude ». Peut-être sera-t-il bon de le relire. L'attitude, c'est ce que nous pouvons faire. C'est ce que nous avons à notre portée. Donc, insister là-dessus et être vigilant. Peut-être un sourire dans la rue, simplement. Un sourire quand on rentre dans une boutique ou aider quelqu'un à trouver sa route, à apporter quelque chose de l'autre. Là c'est moi qui interviens, et j'ai eu un petit événement tout à fait anodin, mais très symbolique. J'étais dans la rue et je portais tout un barda de carton, vous savez, à mettre dans une espèce de benne maintenant, puisqu'il faut qu'on porte nous-mêmes nos déchets. Et c'était volumineux, c'était pas très long, c'était volumineux. Et arrive en face de moi un tout jeune homme, je pense 16-17 ans, vous savez, avec le casque sur les oreilles, avec son appareil dans la main, apparemment en train d'écouter de la musique. Et ce garçon va juste relever les yeux. À ce moment-là, il enlève ses écouteurs, il se dirige vers moi, il me dit « Madame, est-ce que je peux vous aider à porter vos sacs ?» Et ça m'a beaucoup touchée. J'ai trouvé extraordinaire que ce jeune, cet adolescent, en fait, se détache de son téléphone et de ses écouteurs et ait cette gentillesse de venir vers une dame âgée pour se proposer de lui porter ses paquets. Et là, je me suis dit, le monde n'est pas perdu. C'est vrai que j'ai eu cette réaction qui me semble aller dans ce que l'escadrille est en train d'envoyer comme onde, la bienveillance. Si on a des jeunes comme ça qui sont capables de réagir comme ça, c'est que tout n'est pas perdu. Il y a encore plein d'entités dans notre planète, de consciences, qui sont prêtes à se montrer gentilles avec leur entourage, compatissants, bienveillants et aidants. Donc, je pense qu'il faut garder espoir. Ce qui paraît le plus difficile aujourd'hui, garder espoir. Est-ce que ça a répondu, Catherine, ta question? Oui. Merci. Merci, Anna. Merci. Merci, Catherine. Tu baisseras donc la main. Merci.
Alors je vous invite à lever la main et en attendant, eh bien, je vais me dévouer à poser une question que j'ai préparée. Voici la question. Vous évoquez des concepts vérités que l'humanité devrait accepter pour parvenir à l'avènement du nouveau monde auquel nous aspirons. Parmi ces concepts vérités figure la survie de la conscience que les membres de l'escadrille se sont engagés à évoquer lorsque l'occasion se présente, sans pour autant faire de prosélytisme. Vous parlez aussi de la véritable histoire de l'humanité avec ses anciennes civilisations qui se sont développées puis sont disparues. Vous insistez sur l'existence d'autres intelligences extra, intra et extradimensionnelles. Pourquoi, selon vous, est-il si important d'évoquer ces sujets ? Alors la réponse c'est que la prise de conscience par une majorité de notre humanité de l'existence d'intelligence ailleurs dans l'univers, que ce soit sur d'autres plans, d'autres planètes, l'intérieur de la Terre, peu importe, aurait un effet totalement transformateur sur les réactions de l'humanité. Jusqu'à présent, il y a une forme d'orgueil qui s'est développée chez l'homme, qui se croit le centre de l'univers, qui se croit seul. Et le fait d'être confronté à des consciences différentes, civilisations différentes, coutumes différentes, enseignements, philosophies, technologies différentes, le ramènera à un état d'humilité beaucoup plus grand et à un état d'acceptation de la différence. C'est ça qui est fondamental. Aujourd'hui, notre monde souffre énormément de la non-acceptation de la différence, que ce soit la non-acceptation religieuse ou raciale, de politique, de tout ce qu'on veut, d'état d'esprit. Si vous analysez ce qui se passe, ce qui s'est passé à l'époque où ils disent nous avons combattu la Deuxième Guerre mondiale, c'est toujours le même pivot. C'est refuser les idées de l'autre, refuser la culture de l'autre, refuser les habitudes et je dirais même le faciès de l'autre. C'est un des points majeurs, c'est le cancer de l'humanité. Et c'est pour ça qu'ils disent que nous, et d'ailleurs si vous vous en souvenez, les veilleurs aussi, ont beaucoup insisté sur cette acceptation de l'existence d'autres consciences dans l'univers et de formes différentes de manifestation de cette conscience. Je crois que c'est fondamental. Là, je le ressens, c'est fondamental. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ce serait bien que vous vous exprimiez là-dessus. Alors moi, je peux porter un témoignage. C'est vrai qu'à chaque fois que je prends un livre, et je t'en parlais, Adna, puisqu'on a discuté ensemble en début d'après-midi, je crois, à chaque fois que je prends un livre qui parle des extraterrestres, de nos frères, je relis souvent d'ailleurs Urbatan, mais dernièrement j'ai repris la lecture de deux ouvrages qui sont assez difficiles puisqu'ils émanent de la 7e dimension. Ces deux ouvrages, c'est Gobai et Bohanse, ce sont deux villes intraterrestres qui se trouvent au Canada et les êtres qui y vivent sont originaires de galaxies lointaines et ils sont sur notre Terre déjà depuis des centaines de milliers d'années. Et donc, il s'exprime et on sent au travers de la lecture et de l'expression qu'il donne une élévation. En lisant, on se reconnecte un petit peu avec eux. Mais bon, c'est très difficile pour nous de concevoir leur vie dans la 7e dimension. Ils vivent dans des maisons qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Enfin, je ne vais pas vous raconter l'ouvrage, mais je porte témoignage qu'à chaque fois qu'on lit ce genre d'ouvrage, on s'élève. Et ça fait un bien énorme. Alors il y a les télos qui sont plus accessibles, ce n'est que la 5e dimension. Je les ai lus un certain nombre de fois. Il y a tous les livres relatifs à Soria, il y a les livres aussi relatifs à... j'ai perdu le nom. Il y en a une quinzaine d'ouvrages. Bon, peu importe. Télos non, pas Télos. Télos, il y en a 3, mais la 15e, c'est le maître magnétique. Bon, j'ai un peu oublié. Mais disons que la lecture de ces ouvrages, c'est vrai que ça fait énormément de bien. Voilà, je porte. Oui, c'est Crayon. Voilà, mon épouse m'a soufflé, c'est Crayon.
les livres de Et Crayon. je pense que si parmi nous, il y en a certains qui ont eu la chance de voyager ou d'avoir des amis de nations étrangères, est-ce que vous pensez que ça vous a apporté beaucoup d'être en relation avec justement des coutumes, des langues étrangères, des pays étrangers, des cultures étrangères? C'est une question que je pose, hein, c'est moi qui la pose. Qui veut Qui a répondre? voyagé? Oui. Donc, les grands voyageurs, oui, Joanita. Marie-France, Les grands voyageurs. ouvre ton micro si tu veux t'exprimer. Oui. Ouais, j'ai rencontré. Oh, pardon, c'était quelqu'un d'autre? Non, non. Non, vas-y Marie-France, vas-y. Ouais, comme ça, en allant en Arizona, j'ai rencontré les Hopis, les Navajos. J'ai rencontré en Inde, je suis allée aussi. Je suis allée chez Sai Baba. Et j'ai rencontré aussi j'ai appris beaucoup en Inde parce que j'ai appris beaucoup l'humilité, la simplicité et comment on pouvait vivre avec rien et uniquement dans le contact avec l'autre. C'est-à-dire, ils n'ont rien et ils arrivent à faire beaucoup de choses. Et c'est extraordinaire c'est une leçon de vie énorme. Pour moi, ça a été comme ça. Je pense que ce que tu viens de témoigner là est exactement dans la vibration de ce que l'escadrille veut nous faire passer. C'est combien c'est transformateur d'être en relation avec d'autres cultures et de pouvoir échanger avec eux, même leur mode de vie, leurs recettes. L'Inde, c'est parlant, hein, pouvoir être heureux avec pas grand-chose. Nous, on l'a vu avec les Mayas, qui étaient merveilleusement accueillants et adorables, alors qu'ils vivaient dans des maisons qui sont même pas, il n'y a même pas de murs, il y a 4 piliers avec un toit en tôle. Ils ont quasiment rien, mais ils sont d'une générosité extraordinaire. Il y a de très très grandes leçons de vie à prendre avec des cultures différentes. Alors imaginez avec des êtres vivants dans d'autres dimensions, d'autres plans, à l'intérieur de la Terre, à l'extérieur, sur une autre planète. Je veux dire, ça va être fabuleux. Enfin, moi, je n'attends que ça personnellement. Moi aussi. Merci. Merci Marie-France. Merci Marie-France. Marielle, tu veux t'exprimer? Oui. Marielle. Oui, c'est Marielle Bado. Voilà. Voilà. Bonsoir à tous et à toutes. Et je souhaitais effectivement partager les propos de Marie-France qui me font écho également à ce que je souhaitais évoquer. C'est l'humilité, effectivement, par l'intermédiaire moi aussi d'être allée faire un trek en Inde et puis d'aller voyager dans différents pays. Cela dit, en Europe aussi, quand je vais voir des amis qui sont bien sûr d'une autre culture, hein, d'une autre source d'éducation, on arrive effectivement à développer l'écoute, le langage du cœur. Et je pense que, moi, c'est ce que je suis en train de travailler en ce moment, puisque j'ai terminé de lire un livre qui me touche, qui est notamment le Chaman et le Christ de Daniel Leroy, et qui parle d'autant plus que si on souhaite avoir un développement heureux de notre humanité, il serait souhaitable d'écouter dans le silence que l'on peut aborder dans notre vie, d'écouter la voix du cœur dans le silence. Pour moi, c'est très difficile parce que, bien sûr, ça demande de la patience, ça demande d'une exigence d'être patiente et de pouvoir percevoir ces sons, cette voix qui forcément nous connecte au divin. Et je me dis que ce n'est que, j'en suis pratiquement convaincue que c'est par ce biais-là, cet axe-là de reliance à l'intérieur de nous que nous développerons d'autant plus
cette humanité, mais pleine d'amour et de lumière qui nous habite, hein, mais qu'on n'a pas eu l'occasion, par les tourbillons de notre vie, par nos préoccupations d'ordre intellectuel, mental, matériel, ou par des peurs qui nous habitent, eh bien de pouvoir justement faire silence. Et je trouve qu'en ce moment, de fait que je me suis rendu compte que je suis passée sur une autre fréquence, c'est ce qui me semble une porte d'accès à ce que cette humanité soit meilleure. Et c'est vrai que la rencontre vers l'autre, hein, gagne à travailler sur soi. Moi, je vais même pas plus loin que l'étranger. Je vois la relation vers mon pater, où c'est très, très, très difficile, c'est tendu, parce qu'il y a une autre culture, il y a une autre façon de voir les choses. Et je me dis qu'en fait, des fois, il ne faut pas aller très, très, très loin. Je n'ai pas la capacité d'être en relation avec l'extra du monde, ce que j'appelle ça l'extra de l'univers. J'essaye d'être pied sur terre et d'y exercer dans mon fort intérieur toute la compassion et l'humilité. Et je me dis que si on peut arriver à faire ça dans son quotidien, là où on est, je pense qu'on travaille avec eux en même temps de l'autre côté. Voilà, c'était mon témoignage. Oui, tout à fait d'accord. Merci. C'est tout à fait ce que l'escadrille veut exprimer. Cette humilité profonde, cette bienveillance. Le fait aussi que lorsqu'on se tourne vers des êtres d'une autre culture ou d'une autre nation, on a moins peur, on a peur de ce qui est inconnu. Mais ce qui nous devient familier, ce qui nous devient connu, petit à petit on l'intègre et on l'accepte, et à partir de là, les choses deviennent beaucoup plus faciles. Je pense, moi j'ai reçu comme fondamentale cette demande de partager cette pluralité de la conscience à travers l'univers. Je pense que c'est un des points qui fera vraiment avancer le monde. Oui, j'en suis convaincue. On a Françoise qui a levé la main. Bonjour à tout le monde. Oui, je voulais partager que mon premier grand voyage, c'était en Thaïlande. Et donc, je me suis retrouvée avec des personnes d'une autre couleur et je me suis dit, ah, c'est moi l'étrangère maintenant. Et c'était touchant parce que vraiment, ils nous ont accueillis aussi. Ils sont aussi très humbles, très gentils et beaucoup de patience et le calme aussi. Et chaque fois que je rentrais, j'étais là, j'habitais au Luxembourg, en Belgique, et je me dis, mais c'est pas possible, on ne vit plus chez nous, tout le monde court, et j'avais des difficultés à me réadapter. Et là-bas, je me sentais vraiment chez moi. Donc, j'ai voyagé en Inde aussi, au Pérou, et je me sentais vraiment chez moi. C'était comme une reconnexion, notamment là au Machu Picchu, en Inde aussi, on a été à Benares, Calcutta. On se sentait, moi je me sentais vraiment chez moi, c'était une grande ville, Calcutta, et j'avais toujours l'orientation, alors que chez moi je ne l'ai pas toujours. C'est comme si je retrouvais des repères. Et je trouve vraiment important de pouvoir voyager, de pouvoir découvrir d'autres mondes, d'autres façons de penser, de s'habiller. Quand j'étais aussi en Côte d'Ivoire, j'avais rêvé que j'avais la peau noire. Je trouvais ça, je dis, oh, mais c'est bien quand même, je ne suis pas seulement européenne, je suis aussi d'autres nationalités en moi. Je trouvais ça très, très intéressant. Et j'ai vécu aussi en Roumanie, je travaillais pour Médecins Sans Frontières. Et je représentais Médecins Sans Frontières de Luxembourg, je travaillais seule avec les Roumains. Et je trouvais, ils m'ont vraiment aidé plus que les Luxembourgeois, où vraiment, ils m'offraient tout ce qu'ils pouvaient. Et c'était vraiment, je suis restée 2 ans là-bas au Médecins Sans Frontières et j'avais vraiment des difficultés pour rentrer chez moi. Je suis restée encore presque 2 ans là-bas. Bon, après, financièrement, j'ai dû rentrer. Mais je trouvais vraiment un peuple tellement riche et accueillant. Et souvent, on dénigrait les Roumains. Oui, ce sont des Roms. Mais je dis, mais alors, vous ne comprenez pas les Roumains. Il faut vivre là-bas pour comprendre vraiment leur façon de vivre. Mais c'est vraiment en vivant aussi avec eux. Je suis passée aussi 3 semaines à Cuba, je vivais dans une famille et on comprend beaucoup mieux aussi que si on voyage en tant que touriste. Là, on empruntait les moyens de locomotion, des gens ont mangé comme eux aussi. Et c'est vraiment important quand même cette relation-là.
Voilà, c'est important qu'on en parle maintenant. Merci beaucoup. Oui, et moi, ça me touche beaucoup, vos témoignages me touchent beaucoup parce qu'en même temps, je dirais l'escadrille réagit, c'est exactement ça que vous voulez exprimer. Tous vos témoignages sont positifs, c'est-à-dire que vous exprimez la gentillesse de ces nations qui vous ont accueillis, de ces peuples différents, le fait d'avoir pu goûter une cuisine différente, s'habiller différemment et surtout rencontrer des mentalités différentes. Imaginez le jour où ça s'étendra, parce que là on parle tout de même de notre planète Terre, où ça s'étendra au monde invisible et au monde extérieur ou intérieur à la Terre. Vous imaginez ce qu'on va pouvoir apprendre et ressentir et éprouver par cette relation avec d'autres consciences. C'est absolument fabuleux. Ce sera probablement un des plus grands voyages de l'humanité. Merci pour vos témoignages. Bien, je vous invite à lever la main. En attendant, je vais poser une question. Certains parmi vous ont-ils la capacité d'intervenir auprès des êtres incarnés en tant que médecins du ciel? Si oui, peuvent-ils intervenir pour éliminer les mémoires encombrantes, appelées aussi kystes mémoriels? Quelle procédure devrions-nous utiliser pour solliciter leur intervention? Il semblerait que la réponse soit que parmi les membres de l'escadrille de l'invisible, certains ont exercé effectivement des fonctions médicales ou paramédicales dans leurs incarnations. Je pense que la procédure qui m'est suggérée, c'est de demander s'il y a justement des médecins de l'invisible dans l'escadrille. Et éventuellement, en cas de pathologie ou en cas de mémoire encombrante, puisqu'il vient d'être question de mémoire négative, on va dire, demander à être soulagé ou quelle procédure il faut appliquer pour être soulagé. Mais là, on me dit que c'est un problème individuel. C'est-à-dire que c'est à chaque personne concernée de poser la question. Il n'y aura pas de réponse collective. Voilà. Est-ce que ça te convient, Claude ? Oui, je peux raconter une petite anecdote parce que je suis sensible à cette question-là. Les médecins du ciel, sans que je l'ai demandé d'ailleurs, sont intervenus au cours de 2 nuits de suite pour éliminer de mon corps les mémoires encombrantes. Et c'est vrai que depuis cette époque-là, je ne suis plus du tout lié au passé. C'est-à-dire que j'ai la capacité de vivre dans le présent, de me projeter dans le futur parce que je considère que c'est important pour construire son avenir, mais il faut revenir et vivre le présent surtout. Mais il faut essayer d'oublier tout ce qu'on a pu vivre et qui parfois est douloureux dans le passé. Et c'est vrai qu'il me rappelle que j'avais une sorte de peur inconsciente, et à la suite de cet événement et de l'intervention des médecins du ciel, cette peur est complètement disparue. Donc, mais je ne l'avais pas sollicité, ça a été fortuit. Je me rappelle, c'était 3 jours avant que je ne participe à un séminaire sur les Pléiadiens, et au cours de ce séminaire, justement, la personne insistait sur cette nécessité que nous avons d'éliminer de nos corps ces mémoires qui nous encombrent. On revient dans le passé, on revit des événements douloureux, etc. Et ça, il faut essayer d'éliminer toutes ces choses qui nous tirent vers le passé. Nous devons vivre le présent et construire notre futur. Donc j'estimais que c'est assez important. Donc je vous invite, comme il vient de vous l'être conseillé, eh bien de demander, de solliciter l'aide des médecins du ciel. Et puis il y a aussi des humains qui interviennent aussi pour éliminer les mémoires encombrantes. Mais c'est à vous, votre libre arbitre vous donne la possibilité de faire appel soit à des médecins incarnés, il y a des thérapeutes qui pratiquent ces techniques-là et qui obtiennent des résultats, ou bien de faire appel aux médecins du ciel. Vous avez le libre choix de le faire appel. Voilà, merci. Alors, il m'a été précisé là que ce n'est pas une problématique qui est propre à l'escadrille. C'est-à-dire que certains d'entre vous qui auraient ce besoin peuvent aussi s'adresser carrément aux médecins du ciel en général, en dehors de la formation de l'escadrille. C'est quelque chose qui se pratique et qui existe. Parce que tout le monde n'a pas un binôme qui aurait expérimenté la médecine. Donc, en règle générale, on peut s'adresser aux médecins du ciel. Et c'est très efficace.
j'ai une main levée là, Catherine. Et Marielle. Alors, Anna, je voudrais savoir qu'est-ce qu'en pense l'escadrille. Paraît-il qu'on aurait des implants sur nous qui nous empêcheraient d'avoir notre libre arbitre et de pouvoir, on peut dire, oui, ces implants nous impacteraient et nous ne serions pas complètement maîtres de nous-mêmes. Là, c'est quelque chose que j'ai déjà abordé avec l'escadrille, donc je connais la réponse, je pense qu'il me la valide, c'est qu'on n'a aucun implant de ce type. La seule chose que nous avons, c'est un conditionnement qui est dû à notre état d'humain. C'est-à-dire que l'humain ne se souvient pas de tout, ne se souvient pas de ses vies antérieures, ne se souvient pas de son chemin de vie. Il y a des tas de choses qui nous sont inaccessibles parce qu'on n'a pas développé non plus ces domaines. On ne va pas aller se balader dans les annales akashiques pour avoir des questions et des réponses. Et en fait, le blocage que nous avons, il est de notre propre fait. On s'est auto-censuré, auto-bloqué. Il n'y a aucun implant de ce type et il n'y a aucune race autorisée à manipuler quelque conscience que ce soit dans l'univers en posant des implants. Et là, on va relever plutôt du domaine des veilleurs, parce que là, j'en ai longuement parlé, enfin discuté avec eux, si on peut dire comme ça, c'est que la Confédération veille et la Confédération empêche ce genre de pratique si elle devait venir à l'esprit de certaines races belliqueuses ou agressives. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des humains qui aient envie qu'on ait des implants. Ça, c'est probable dans notre monde, mais on n'en a pas encore la possibilité pour le moment. C'est à nous d'être vigilants pour pas qu'il y ait de manipulation de l'ADN ou des mémoires intérieures et des mémoires cellulaires. Mais je pense qu'il y a une protection qui veille et qui empêcherait cette chose-là parce que ça changerait complètement le plan de développement de l'humanité. Ça ne fait pas partie du cycle. D'accord, merci. Alors, ensuite, nous avons Marielle. Micro. Marielle. Oui, en revenant un petit peu au médecin du ciel que vous évoquiez, Claude, moi j'ai eu l'expérience spontanément comme vous d'un médecin du ciel qui est venu avec moi pendant que je faisais un soin en magnétisme. Je me suis dit, tiens, est-ce que finalement au sein de l'escadrille du monde invisible, nos confrères là-haut, y a-t-il justement des médecins du ciel qui viennent nous rejoindre parce qu'on a désiré d'être en reliance avec le monde invisible par l'intermédiaire de l'escadrille. Je ne sais pas si j'ai été claire. Oui, la réponse est très rapide, c'est-à-dire que l'invisible est très sensible à toute demande émanant de notre plan à nous humains et très souvent nous bénéficions d'aide, donc que ce soit médecin du ciel, que ce soit une guidance, qui provient directement de l'invisible. On n'en est pas toujours conscient, mais ils me disent qu'en fait, ils interviennent très souvent. Ils sont très présents. Donc, je pense que quand il y a un vrai besoin qui se manifeste, il peut y avoir une réponse de l'invisible, même sans qu'on l'ait sollicité, parce que ça intervient aussi dans le karma, dans la destinée de la personne. Lorsqu'ils sont autorisés à agir, ils agissent avec amour et bienveillance. C'est exactement ça, parce que j'ai carrément vu, puisque quand on fait un soin comme ça par distance, on visualise ce qu'on doit faire, et tout d'un coup, paf, cette fréquence d'amour s'est mise face à moi, et on parlait par télépathie. Je dis, mais je ne l'ai pas demandé. Et je dis, mais c'est génial, super, génial, bienvenue. Et ça donne encore plus d'allant et d'élan à la profondeur du soin que l'on peut faire. Et je me dis, mais j'ai hâte, mais vraiment hâte que tout ça soit du quotidien, quoi. Mais c'est vraiment la symbolique du binôme qui nous a été proposé lorsque l'escadrille a proposé de former l'escadrille mixte entre la terre et le ciel, messager de la terre et du ciel, il l'avait appelé à l'époque. C'était ça, c'est pour en fait, vous savez, pilote-copilote, c'est pour nous donner plus de puissance dans l'action, plus de force, sachant qu'on traverse des moments extrêmement difficiles
où on peut aussi douter de tout un tas de choses, leur présence à eux est très précieuse. Enfin, moi, personnellement, de mon expérience depuis le début de l'histoire de l'escadrille, je ne peux pas vous dire à quel point ils ont été précieux à nos côtés. Bon, surtout qu'en 2015, on a perdu notre fille qui a rejoint l'invisible. Et à ce moment-là, j'ai vraiment senti l'aide de l'invisible. C'est absolument incroyable. C'est difficile à raconter parce que c'est une expérience personnelle, mais c'est fabuleux. C'est fabuleux. Je pense que le fait, tout à l'heure, je ne me rappelle plus le prénom, je ne voudrais pas faire d'erreur, à parler de cette reliance qu'il nous convient d'établir entre nous et l'invisible, mais c'est notre force, ça, c'est quelque chose qui vraiment nous aide à traverser les épreuves. C'est pour ça qu'il est important de témoigner lorsqu'on a des expériences avec l'au-delà, qu'on a des expériences, des messages qui arrivent. Au départ, je ne voulais pas l'écrire, le livre, mais ce sont eux qui ont insisté en disant si, parce que ça aidera d'autres. C'est ça qui est important. C'est pas à la limite, bon, qu'on m'aide, moi, je remercie, je suis pleine de gratitude, mais c'est le fait que nos témoignages, nos expériences peuvent aussi aider autrui. Et Dieu sait qu'en ce moment, la planète en a besoin. Alors, moi j'ai deux petites mains levées. J'ai Marielle et Marie-France. Marie-France. Micro. C'est une expérience personnelle d'une grave opération au niveau du cœur et de l'aorte. Et l'opération devait durer 9 heures. Et lorsque je me suis réveillée, que le chirurgien était au-dessus de moi, il me dit, vous reconnaissez, j'étais dans le coltard, je ne savais pas trop. Il me dit, l'opération n'a duré que 3 heures. Et je lui réponds, mais les chirurgiens du ciel m'ont entendu. Là, elle n'a pas compris. Et sur une autre intervention beaucoup moins grave, il y a eu le chirurgien, avant que je parte, il est venu dans ma chambre, il fait demi-tour, il est venu me dire au revoir. Il me dit, j'ai une question à vous poser. Avec vous, c'est pas comme avec les autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous faites? Et là encore, bien sûr, j'avais demandé l'intervention des chirurgiens du ciel. Et c'est quand même... c'est extraordinaire. Et Dieu sait si je les remercie, parce que si je suis là, c'est quand même grâce à eux, et puis à Gaëlle qui m'a beaucoup aidée. Ouais. Très joli témoignage. Merci Marie-France. Marie-France, j'ai vécu la même expérience que toi, puisque j'ai été opéré du cœur aussi, avec double pontage et changement de la valve cardiaque, et tout s'est très 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 bien passé, le chirurgien n'en revenait pas non plus. Voilà, et je n'ai aucune séquelle aujourd'hui, donc merci aux médecins incarnés qui font quand même l'opération, et puis les assistantes. Moi j'admire ces êtres qui se dévouent quand même pour nous sauver, les infirmières, les infirmiers, et puis l'aide des médecins du ciel, etc. Alors ce qu'il faut aussi, c'est avoir une très très grande confiance, ne pas avoir peur et avoir une très grande confiance, et à partir faire appel aux médecins du ciel, avoir confiance dans les synchronicités de la vie qui nous envoient les bons chirurgiens, les bonnes personnes, et à partir de ce moment-là, tout se passe bien. Voilà, merci pour ton témoignage, et je te comprends parfaitement. J'ai une question à poser, puisqu'il n'y a pas d'autres mains de levée, qui s'adresse, donc une question qui s'adresse à l'ensemble de l'escadrille de l'invisible, et en particulier les 3 pilotes. Dans votre 7e message, vous nous donnez une clé essentielle pour accéder à l'âge d'or. Si suffisamment d'êtres de bonne volonté rêvent un monde meilleur, et dès maintenant agissent comme si ce monde était déjà là, alors nous vous affirmons que bientôt ce monde meilleur sera votre réalité quotidienne. Nourrissez le bon rêve avec l'aliment adapté, les bonnes pensées. Vous nous avez parlé de l'importance du rêve et de la pensée. Pouvez-vous nous parler de l'importance aussi de l'union comme celle qui se réalise
au travers de cette expérience de l'escadrille du ciel et de l'énergie que nous dégageons tous par nos réunions communes. Merci. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça leur parle beaucoup parce que là, ils sont en train de dire qu'au plus sombre, au moment les plus sombres de la guerre qu'ils ont, eux, vécu et traversé, c'était le fait qu'ils soient unis dans les corps d'armée, qu'ils soient unis sous des chefs qui étaient souvent bienveillants et qui savaient porter des paroles d'espoir. Ils me disent qu'ils voyaient la liberté, ils la vivaient, cette liberté, elle était réelle pour eux, et que c'est certainement grâce à cette union des consciences qui visualisaient dans le même sens qu'il y a eu ce basculement à un moment donné au niveau de la Deuxième Guerre mondiale, alors que beaucoup de choses semblaient en danger et perdues. Là, on me parle de l'Angleterre, donc c'est quelque chose que je connais cette anecdote. Il y a eu un moment où il semblait que les choses allaient basculer dans le très mauvais sens, puisque l'invasion de l'Angleterre avait été prévue et programmée. Et il y a eu un phénomène extraordinaire. Alors ce phénomène, oui, on me demande de vous en parler. Il y a eu un film de Walt Disney qui a été fait, qui va le relater, qui s'appelle L'Apprentie sorcière. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu. Est-ce que vous avez vu ce film? Voilà. Ce film est relié à une anecdote authentique. C'est qu'à un moment donné, les choses allaient tellement mal au niveau de cette deuxième guerre, et là les pilotes sont bien placés pour en parler, que Winston Churchill a demandé à des gens de sa connaissance, parce qu'il était très versé dans les choses de l'invisible. Vous savez que le monde des esprits en Angleterre, c'est quelque chose de très présent. On croit beaucoup aux fantômes, on croit beaucoup à l'au-delà. Et Winston Churchill, qui est héritier d'une très vieille famille et qui a ce type de connaissances, a demandé à des gens experts dans ces domaines de réunir la totalité des mages et druides de l'Écosse, de l'Irlande, de la Cornouaille. Il y en a même qui sont venus de Bretagne, dans un endroit très particulier de l'Angleterre qui est une forêt, où a été fait un rituel global. Alors était présent à cette cérémonie et en a témoigné l'auteur de James Bond, et un monsieur qui s'appelle Trevor Ravenscroft, qui a écrit un livre depuis, et où il va relater cette cérémonie extraordinaire, où ils ont invoqué vraiment les forces de l'invisible et la demande d'une armée invisible pour venir en fait empêcher cette invasion. Et c'est apparemment ce qui s'est produit, et ce que Walt Disney a traduit avec humour dans L'Apprentie sorcière, où vous allez voir une armée de fantômes qui vient au secours des armées des Alliés pour repousser l'attaque des méchants nazis. Et l'histoire est véridique, l'histoire est authentique. C'est à chaque fois que l'humanité réunit suffisamment de conscience qui vont dans le même sens, qui ont le même but, qui est un but de liberté, qui est un but positif, il y a forcément une aide extraordinaire qui se fait de l'invisible. Alors on a parlé des médecins du ciel, mais ça va aussi dans d'autres domaines, et on peut retourner complètement des situations. Et je pense que là, ils insistent, c'est ce qui porte espoir aujourd'hui. Nous sommes réunis, modestement, notre groupe sympathique, on est, je crois, déjà près de 70, ce qui veut dire 70 visibles et 70 invisibles, ça fait 140, ça fait déjà une belle escadrille. Mais dites-vous bien que dans le monde, il y en a plein. Il y en a plein, on le voit au travers du net, il y a plein de groupes qui se réunissent pour faire des méditations positives. Il y a vraiment énormément de choses extraordinaires qui sont en train de se faire, et imaginez l'énergie fabuleuse qui est en train de se développer. Alors bien sûr, nos médias et nos nouvelles vont nous parler de ce qui est catastrophique à tous les niveaux, du climat, etc., des comportements. Mais si on accordait, je dirais, un quart seulement des choses positives qui se font dans le monde, maintenant elles se font souvent en secret, on n'a peut-être pas besoin de les médiatiser, je pense que les gens auraient beaucoup plus de sourire et auraient plus d'espoir dans le cœur. Il faut garder cet espoir absolument. Il y a une puissance de l'autre côté qui est fabuleuse. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'ai deux mains levées, Françoise et Marielle. Alors, je sais pas, voilà, si c'est par rapport à tout à l'heure ou... Oui. Françoise, tu as encore une question? Là, ta main est encore levée. Et Marielle?
Oui. Oui. Françoise, oui, voilà. Bonjour, merci à tous. Moi, je me demandais si on pouvait poser une question, si on pouvait avoir une réponse sur des interrogations, pas plus personnelles, mais voilà, moi je suis orthophoniste par exemple, et le nombre de fois où je me pose des questions sur tous les troubles que les enfants peuvent présenter, et ben ça m'interroge et toutes les études qui peuvent être faites scientifiques, etc., ne me satisfont pas. Et est-ce que j'ai le droit, est-ce que je peux avoir une réponse par rapport à ça, ou est-ce que je n'y ai pas accès pour l'instant et c'est normal, et c'est comme ça. Alors il existe une réponse qu'on me suggère, et effectivement c'est un domaine dans lequel j'ai travaillé en astrologie médicale aussi, c'est que ces enfants, cette nouvelle génération d'enfants depuis quelques temps déjà, ils viennent avec des capacités différentes, ils viennent avec une énergie différente, et ça je pense qu'on l'a peut-être déjà dit avant, le système éducatif actuel ne convient pas à cette énergie. Or les enfants à ce moment-là, par réaction, développent des troubles du comportement comme l'hyperactivité ou autre chose du même type. On a aussi beaucoup d'autisme. Il y a beaucoup d'Asperger en ce moment, qui sont en fait des autistes brillants, mais pas adaptés à la société. Et ça vient en grande partie de notre système éducatif qui n'a pas évolué suffisamment. Là, on crée un gros problème parce qu'il faudrait faire évoluer nos méthodes éducatives. Donc, je validerai pour mon expérience personnelle, puisque c'est un domaine dans lequel j'ai travaillé, moi, au niveau de l'astrologie médicale. On va remarquer des positions planétaires, des aspects de thèmes complètement différents sur les personnes nées notamment à partir des années 80. On a vraiment un basculement des planètes, des maisons qui est complètement différent du passé. Et ça a interrogé beaucoup, je pense, d'autres confrères astrologues aussi. Qu'est-ce qui était en train de se passer? Eh bien, il vient des enfants qu'on a appelés les enfants cristal, les enfants indigo, de plus en plus. Et aujourd'hui, il y a vraiment une sorte de point de rupture parce que ces enfants arrivent avec des dons, des talents et des capacités qui ne trouvent pas le moyen de s'exprimer. Et souvent, ça va se traduire donc par des blocages de comportement. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils ne communiquent plus de la manière adéquate. Et ça, il faut vraiment réfléchir là-dessus et arriver à changer quelque part notre système éducatif et trouver des choses qui les passionnent. Parce qu'en fait, ces enfants, ils s'ennuient pesamment. Ils s'ennuient pesamment. Donc, en fait, au bout d'un moment, ils bloquent la communication avec ce type de monde extérieur. Et malheureusement, certains d'entre eux se réfugient aussi parfois dans des paradis artificiels ou dans des addictions aux écrans ou différentes choses. On a vu une énorme augmentation de l'addiction par rapport justement à ce décalage entre le système éducatif et les besoins réels de ces enfants, de ces incarnations. Je ne sais pas si tu es d'accord, Marielle. Oui, complètement. On se demandait avec mon mari justement tous les fameux TDAH. Là, on se disait mais c'est pas possible. Soit on les diagnostique plus, ce qui n'est pas impossible. C'est sûr que l'avancée scientifique fait qu'on les diagnostique plus, mais quand même on se dit il y a quand même quelque chose, et on se disait à mon avis c'est aussi parce que il y a une espèce d'ajustement de fréquence et que ces enfants-là doivent le cerveau est en train de s'adapter à quelque chose à des fréquences différentes, mais n'empêche que, alors c'est un fait, mais n'empêche que c'est une grande souffrance pour ces enfants, et alors on peut pas, tu te doutes bien que le système éducatif il va pas pouvoir bouger comme ça, tu vois, c'est une machine hyper lourde, etc. Donc en attendant, ok, enfant cristal, etc., mais en attendant, c'est une grande souffrance pour eux. Et il y en a plein, et ils sont en prison parce que il paraît qu'il y a plein de TDAH en prison. Il y a une étude là-dessus. Ils sont dans des conduites addictives, etc. Donc oui, ok, on les a envoyés d'une certaine façon. Tu sais, c'est les 3 vagues de volontaires. Ils sont arrivés sur Terre, ok. Mais dedans, il y a du déchet, quoi. Enfin, entre guillemets, quand je dis il y a du déchet, c'est-à-dire qu'il y en a plein qui, malheureusement, ne parviennent pas à s'adapter. Non,
Non, mais malheureusement, les femmes qui ont accepté de s'incarner et de venir à ce moment-là savent que c'est à force de cette souffrance qu'il y aura un jour un déclic en disant il faut arrêter le dégât. Parce qu'effectivement, les hauts potentiels, on en voit de plus en plus. Alors, c'est peut-être aussi parce qu'on les détecte plus facilement, mais honnêtement, voyant les thèmes, ils arrivent, ils sont doués. Ils sont extrêmement doués. Ils ont des perceptions même extrasensorielles très développées. D'ailleurs, on voit que ces enfants sont tournés vers le merveilleux, le fantastique, l'ésotérisme. Il y a toute la génération Harry Potter, pour qui la magie, c'est une réalité. On voit comment ils ont grandi avec ça et eux, ils se le sont intégrés. Mais malheureusement, le monde qu'on leur propose ne va pas dans ce sens. Donc, au bout d'un moment, il y a rejet. Certains s'adaptent, certains arrivent à franchir le pas, c'est-à-dire à devenir performants dans notre monde avec nos outils. Mais effectivement, il y a beaucoup de pertes. Oui, il y a beaucoup de pertes, c'est ça. Que ça s'arrête. Et moi, je trouvais ça triste. Enfin bon, à la fois, il y a de la perte dans plein de choses, mais tu vois, ça me faisait penser à la Première Guerre mondiale où on envoie toutes ces personnes-là en chair à canon et on verra bien ce qui reste. C'est ça. Un peu cool. Mais malheureusement, c'est la triste histoire de l'humanité, c'est-à-dire qu'aussi loin qu'on se retourne, on s'aperçoit qu'on fait les mêmes erreurs. On y va joyeusement, on continue. Il va falloir qu'on se réveille, là. Vraiment. Il y a plein de mains levées, là. Ouais, merci. Merci, Marielle. Alors, je ne sais toujours... Gilles, je ne sais pas si Françoise est-elle déjà passée, je ne me rappelle plus. Non, alors, Gilles... non, je n'avais pas mis mon micro, en fait. Je n'avais pas activé mon micro. Il faut cliquer sur la main pour désactiver la main. Alors... Non, je voulais poser une question, Vas-y. Oui, ok. J'avais posé une question à l'escadrille. Quand vous parlez de la nouvelle société qui sera faite de partage, d'échange, il y a le mouvement Mosika, le monde sans argent, sera-t-il le pilier de ce nouveau monde? Et ils m'ont répondu, même si cette démarche est estimable, mais en réalité, l'argent n'est pas ce problème-là. C'est l'énergie adaptée dans l'échange plutôt que l'énergie d'échange générée dans la conscience de l'humanité et le fait de concevoir qui se greffe autour. Il me dit, dans un cycle particulier vécu par la Terre, un modèle de société fut mis en place par de sages. Il fonctionnera très bien jusqu'à de nouveaux cycles sombres. Ce modèle est le modèle Atlante. Nous vous conseillons d'étudier dans vos rencontres ponctuelles. Est-ce qui pourrait nous donner un peu plus de renseignements concernant ce système justement d'échange? Le modèle Atlante, donc là je peux répondre puisque j'ai déjà travaillé longuement sur ce sujet. Le modèle Atlante était un modèle où la nation prenait en charge en fait tous les besoins du citoyen et laissant donc le citoyen, puisqu'on fournissait tout ce qui était le logement, l'habillement, la nourriture, tout ça c'était fourni par la nation. Le citoyen avait à ce moment-là la liberté, lui, de donner ses capacités pour tout le groupe, toute la cité. C'est-à-dire qu'il y avait les intellectuels, il y avait les manuels, il y avait les artistes, etc. Et chacun allait dans le sens des talents qu'il avait dans la présente incarnation. Mais n'avait pas à se soucier, comme on a nous à se soucier assez durement, de gagner notre vie, quelquefois en faisant d'ailleurs un métier qui n'est pas du tout adapté à nos compétences, mais simplement pour pouvoir se loger, s'habiller et manger. Le modèle Atlante est un modèle où la nation prend en charge les besoins fondamentaux, les besoins, on va dire, primaires. Ce qui ferait qu'il n'y aurait pas de SDF, il n'y aurait personne dans la rue et que chaque être pourrait être dirigé vers les voies et les domaines où il excelle, au moins dans la présente incarnation. Alors ce même modèle a été, je crois, décrit dans un livre ça doit être J'ai vécu sur 2 planètes de Philos. Il a été évoqué par Platon dans le Timée et le Critias, donc qui sont les textes, on va dire, les plus fiables que nous ayons sur la description de l'Atlantide. Alors, ce n'est pas forcément un modèle éternel, mais il est évident que l'argent, c'est une énergie. C'est-à-dire qu'on pourrait remplacer notre argent, nos numéraires, par des coquillages, on en arriverait au même résultat. Tant que l'homme voudra thésauriser, tant que l'homme voudra avoir ce que l'autre a, on aura un problème avec ce type d'énergie, que ce soit l'argent tel que nous le connaissons aujourd'hui, ou toute unité d'échange
qui seraient mises en place. Par exemple, ça pourrait être des bitcoins, ça pourrait être de l'argent artificiel qu'on essaye de mettre aussi sur le marché aujourd'hui. C'est pas l'argent qui est un problème, c'est la manière dont nous le concevons. Est-ce que j'ai répondu? Oui, mais il demandait qu'on en parle aussi, mais comment nous, on peut intervenir? Comment est-ce qu'on peut faire changer les choses? C'est-à-dire que notre rapport à l'argent, on peut déjà l'étudier individuellement, quel est notre rapport à l'argent, et puis partager autour de nous. Vous avez remarqué qu'il y a eu, il y a quelques années, déjà des systèmes d'échange qui se sont mis en place, où les gens ne payaient plus avec de la monnaie sonnante et trébuchante, mais payaient par un échange de services. Alors ça a été plus ou moins bien reçu, mais je sais par exemple dans la région où je suis moi, c'est encore très présent. C'est quelque chose qui fait partie un petit peu de la société. Moi je trouve ça plutôt sympathique, je trouve ça assez extraordinaire. J'ai une petite anecdote, c'est-à-dire quand on s'est installé ici la première fois, c'était en 2012. On venait d'arriver dans une maison qu'on avait louée au départ. Et j'ai vu arriver un monsieur avec une cagette de légumes débordante, les bras pleins. Il est venu sonner à la grille. Et en se présentant, en disant, voilà, je suis un voisin. Nous, on a l'habitude d'échanger, de se rendre service. Moi, j'ai trop de légumes dans mon jardin, donc je vous les apporte. Si demain, j'ai besoin d'un outil, est-ce que vous me le prêterez? Et ça s'est fait comme ça. Et on a eu plein de voisins avec qui il y avait des échanges permanents. Et il n'était pas question d'argent, il était question de services mutuels, d'entraide réelle. Et c'est toujours en train de se produire aujourd'hui, puisqu'on a gardé un peu cette communauté ils ne sont plus forcément nos voisins immédiats, puisqu'on a changé de lieu de vie, mais on est resté en contact, et il y a toujours des échanges. Et je pense que c'est un très beau modèle, et peut-être va-t-il se développer un peu plus, ça serait probablement souhaitable. C'est un peu le même principe. Un enfant du modèle Atlante. C'est un peu le modèle aussi de Mosika, aussi ce modèle d'échange. Voilà. Il y a toujours échange. Il faut qu'il y ait échange. Échange, oui. Tout est énergie, même un conseil, c'est une énergie. Je dirais quelqu'un qui tire les cartes ou un voyant, c'est une énergie. Et on peut compenser différemment. Alors par contre, j'ai connu un très grand guérisseur il y a pas mal d'années. Et ce guérisseur avait essayé d'instaurer que les gens donnent ce qu'ils veulent. Et il s'est aperçu que malheureusement, tout le monde ne jouait pas le jeu. Vous savez, on connaît l'histoire des gens qui à la quête donnent un bouton de culotte, pas une pièce de monnaie. Donc il a vécu un petit peu cette chose-là. Mais le pire, c'est quand les impôts lui sont tombés dessus en disant « votre système, il n'est pas contrôlable. Donc, si vous continuez, on vous sanctionne. Il faut que vous posiez un prix de consultation pour que nous, on puisse intervenir derrière et prendre la TVA et prendre... voilà. Donc, c'est très difficile de mettre un système de libre-échange en place quand il y a des normes comme celles de nos impôts et qui arrivent derrière. Moi, on m'a fait le coup quand j'étais astrologue parce que je prenais un prix relativement modique parce que j'estimais que ce type de consultation n'est pas réservé qu'aux gens qui sont riches et qui ont beaucoup d'argent. Donc, j'avais des prestations bas de gamme jusqu'à ce que je sois convoquée par les impôts qui m'ont dit c'est pas normal, à Paris une consultation ça vaut tant, donc on vous demande de mettre vos consultations à tel prix. Bon, sur le coup, j'ai sorti les clés de mon bureau, je les ai posées sur le bureau de l'inspecteur des impôts en disant c'est bon, je ferme le cabinet. J'accepte pas de faire ça. Donc voilà, ça s'est terminé comme ça, j'ai fermé mon cabinet parce que j'estimais injuste qu'on impose simplement pour un but vénal. C'est de toucher par derrière des taxes. Alors, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas aller consulter parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer la consultation. C'est totalement injuste. Donc ça, c'est mon point de vue. C'est un peu politique. Donc, je ne poursuivrai pas. Voilà. C'est pas facile, c'est pas facile. Alors, nous avons Gilles. Gilles, j'écoute Gilles. Gilles est en là. Oui, bonsoir. Chauffe Gilles. C'est une question sur un peu l'astrologie, astronomie, sur l'entrée dans l'ère du Verseau. Donc il y a pas mal d'astrologues qui disent qu'on est déjà rentré dans l'ère du Verseau, d'autres qui disent qu'on n'est encore pas rentré. Et donc est-ce qu'à ce niveau-là, il peut y avoir une réponse plus précise que cela?
Alors ça, c'est aussi un thème qui a déjà été travaillé. Il y a eu un amas planétaire dans le signe du Verseau le 7 février 1962. Qui a été donné par beaucoup de sociétés traditionnelles, sociétés initiatiques, comme une entrée réelle dans l'ère du Verseau. Bon, il faut savoir qu'une ère, c'est très long, hein, c'est 2000 et quelques années, et c'est une entrée progressive, bien sûr, dans l'ère du Verseau. Bon, moi, de mon point de vue, et par rapport à ce qu'on ressent aussi d'ouverture, et dans les sciences, le développement, par exemple, de tout ce qui est uranien, puisque la planète dominante du Verseau, c'est Uranus. Internet est un archétype uranien, hein, le web est un archétype uranien. Je pense que nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau. Maintenant, comme l'ère fait 2000 et quelques années et que ça ne fait que 40, 50, 60 ans qu'on est rentré, on est au début vraiment de l'ère du Verseau, mais on en sent vraiment déjà, l'influence très forte. Donc, c'est moi ce qui m'a été dit par l'invisible et c'est mon expérience d'astrologue qui je dirais, témoigne dans ce sens. Je ne pourrais pas l'imposer, bien sûr, hein, puisque c'est une expérience personnelle. C'est ce que j'ai pu constater aussi. Voilà. Je ne sais pas si ça a répondu, Gilles. Oui, c'est un petit peu ce que je pensais, que c'était dans les années 1950 à peu près qu'on était rentré dans l'ère du Verseau, parce que, bon, c'est net, c'est la conquête spatiale, etc. Oui. Et tout. Clairement. Regardez les éphémérides, si certains d'entre vous s'intéressent à l'astrologie, du 7 février 1962. Vous allez voir, il y a, je crois, 6 planètes en Verseau. 7 février, oui, je vais le noter si vous voulez. Oui, 7 février 1962. D'accord, oui, voilà. Okay. Oui, c'est quand même une question importante parce que beaucoup ont voulu calquer l'entrée dans l'ère des poissons à la naissance du Christ. Donc là, ça ne correspondrait pas, quoi. Ça veut dire que l'ère des poissons, on est rentré dans l'ère des poissons quelques 150 ans à peu près avant la naissance du Christ, quoi. Oui, alors déjà, la date avancée de la naissance du Christ a été contestée par pas mal de spécialistes, notamment des manuscrits de Nag Hammadi, les manuscrits esséniens. Apparemment, le 25 décembre est une date qui ne correspondrait pas réellement. Et on s'aperçoit aussi qu'il y a un gros décalage entre les calendriers celtiques, par exemple, et les calendriers que l'Église catholique a imposés, si vous voulez. Il y a eu différents calendriers, puisqu'il y en a eu pendant la Révolution aussi, on avait changé, hein, c'était le 9 Thermidor, etc. Je crois qu'il y a eu une grosse manipulation au niveau des calendriers, on s'y perd un petit peu. Alors il y a également en astrologie la problématique de la précession des équinoxes, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le thème sidéral, qui est pratiqué par les hindous, et qui tiendrait compte de la position réelle des objets planétaires, et l'astrologie qu'on appelle nutropique, qui est l'astrologie qui est étudiée en Occident, où là, ce sont des positions symboliques. Alors, le problème, c'est que les deux fonctionnent. Bon, ça, c'est peut-être un gros mystère ou un gros coup de chance, mais les deux fonctionnent. Parce qu'effectivement, l'astrologie hindoue, souvent, c'est eux qui disent qu'on va rentrer dans 300-400 ans dans l'ère du Verseau, quoi. Donc ça m'a toujours posé question. Dans un autre aspect de l'ère du Verseau, puisque l'ère dure 2150 ans, je crois, oui, donc ça sera une autre phase de l'ère du Verseau, puisque là aussi il y a des phases, c'est cyclique, hein. Il y a l'entrée, la croissance, le point culminant et la décroissance, etc. Comme tout dans l'univers d'ailleurs. D'accord. Est-ce que je peux poser une autre question aussi sur le centre galactique? Donc peut-être que Claude connaît un petit peu, qui serait un gros trou noir, qui avalerait un petit peu tout. Et en réalité, au niveau alchimie, il y a certains alchimistes affirment que le spiritus mundi, dans lequel on baigne régulièrement, provient de cette source-là. Donc ce ne serait pas qu'un récepteur, mais ce serait aussi un émetteur. Donc ce centre galactique se situerait justement vers dans le domaine du Sagittaire. Est-ce que vous connaissez un petit peu, vous connaissez au niveau astrologiquement parlant?
Alors là, c'est moi, bon, ça ne concerne pas l'escadrille, c'est moi. Non, honnêtement, non, je ne peux pas répondre, mais je ne sais pas si Claude n'a pas des lumières dans ce domaine. Moi, je peux répondre du point de vue scientifique. Du point de vue scientifique, les astrophysiciens ont en effet reconnu qu'il existe un trou noir au centre de chacune des galaxies, dont la nôtre, la Voie lactée, et ils ont constaté aussi que c'était un trou noir qui avait beaucoup moins de puissance que les trous noirs qui résultent de l'explosion des supernovae. C'est un point que j'aborderai dans l'une de mes futures visioconférences en ce qui concerne l'univers. Reste ensuite la question de savoir ce qu'est un trou noir. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais j'en parlerai dans l'une de mes visioconférences ultérieurement. Il y en a encore, je crois, 7 à venir. Merci. Merci. Alors, nous avons Sabine. Je pense que ce sera peut-être la dernière question pour ce soir, Sabine. Micro. Voilà. Oui, je voulais revenir sur ce qui a été dit au sujet des troubles des enfants. Et effectivement, je partage ce qui a été dit. Simplement, je me pose depuis un bon moment la question des vaccins, parce que les enfants, quand le nouveau président est arrivé, on est passé de 3 à 11 vaccins pour les enfants, et ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de troubles, d'après moi, liés à ces vaccins. Qu'en pense l'escadrille? Alors, bon, l'escadrille, je dirais, ne devrait pas prendre position pour ou contre, mais l'invisible est très très prudent concernant toute manipulation physique, physiologique qui pourrait affecter l'ADN. Or, nous sommes dans cette démarche aujourd'hui, c'est-à-dire que notre science actuelle se tourne beaucoup vers la manipulation ADN. Et comme on n'en est certainement qu'au début, il est possible qu'il y ait des catastrophes qui soient liées à l'utilisation, on va dire, abusive de certains produits sans connaître réellement l'impact ou la réaction à long terme qu'on peut avoir. Moi, j'ai été approchée depuis 2019. En tant qu'astrologue, j'ai été beaucoup approchée sur des cas d'autisme qui se déclaraient sur des enfants qui n'avaient pas déclaré auparavant ce type de pathologie. Notamment un cas qui m'a beaucoup interpellée dans une famille, 2 frères, pas du tout du même âge, je crois qu'il y en avait un qui avait 10 ans, l'autre 15 ans, et qui, suite à leur 2e injection de vaccin, ont déclaré des troubles autistiques assez graves, assez profonds. Est-ce qu'il y a une relation? Bon, c'est une interrogation, je n'ai pas d'affirmation, mais c'est des choses qu'on m'a signalées relativement dernièrement, depuis 2019, nous sommes en 2023, ça fait à peu près 4 ans, où on a des phénomènes d'atteinte dans le comportement, d'atteinte neurologique. Alors, est-ce que c'est lié à la vie que nous menons aujourd'hui? Est-ce que c'est lié à l'usage des écrans, l'usage abusif des écrans? Est-ce que c'est lié à l'alimentation? Est-ce que c'est lié aux vaccins qu'on donne en masse effectivement aux enfants? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, et l'invisible ne la donnera pas forcément, parce que ça créerait des pour et des contre. C'est à chacun d'entre nous, je pense, d'écouter sa conscience et son cœur et de se demander ce qu'on ressent. Mais trop d'usage même de médicaments. Regardez aujourd'hui ce qui se passe avec, notamment, je reviens sur un cas très très récent, les médicaments anti-rhume, où tout d'un coup on vient de nous dire que ça pouvait être très dangereux sur les gens qui auraient des faiblesses cardiaques. Je pense qu'on est rentré dans une société où on ne veut plus être gêné par quoi que ce soit. Alors, moi je me souviens dans mon jeune âge, il y a très longtemps, c'est quand on avait un rhume, le bon docteur de famille disait c'est 3 jours au lit, bouillon de poule et du repos. Et puis aujourd'hui, on vous dit je peux pas ne pas être présent au bureau, donc docteur, donnez-moi vite quelque chose qui arrête net. Voilà. On ne respecte plus le naturel. Et ça fait partie certainement des comportements que nous avons qui ne sont pas bons et qui nous amènent des ennuis et des problèmes. Ouais. C'est un vrai problème, c'est un vrai questionnement. Mais là, je pense que c'est à chacun d'entre nous, en son âme et conscience, de se faire une opinion. On n'a rien à imposer. Oui, Gilles, de nouveau. Sabine, j'ai répondu, je m'excuse. Oui, tout à fait. Merci.
Oui, Gilles. Est-ce que les membres invisibles de l'escadrille pourraient, avant que nous terminions cette réunion, de nous transmettre des choses qu'ils pensent nécessaires à nous transmettre? Peux-tu leur demander s'ils ont des choses à nous transmettre? Alors, ils ont un terme qu'ils répètent depuis un bon moment. C'est courage, foi, espérance, optimisme. Et surtout, reliez-vous. Là, ils insistent énormément. Je pense qu'on n'a pas fini de traverser la tempête dont ils avaient parlé. On est au début de la tempête. Et là, vraiment, il faut être unis les uns avec les autres. Et encore une fois, le terme bienveillance. C'est ce qui nous appartient de faire. Merci pour le cœur, Marielle. Joli petit cœur. J'ai pas fait exprès, mais écoute, voilà, c'est parti. Voilà, c'est exactement ce que l'escadrille attend. C'est fonctionner avec le cœur. Voilà, je crois, Marielle, tu as pu traduire le message de l'escadrille. Fonctionner avec le cœur. C'est ça qui est vraiment important aujourd'hui. C'est vrai, on a fait le tour des questions, c'est bon? Oui, Anita? On va terminer avec Anita, si vous en êtes d'accord. Ah, Anita. Voilà. Bon. Oui. Donc, comme nous l'avaient conseillé nos amis d'escadrille, j'essaie de visualiser ce nouveau monde auquel on aspire. Et en fait, j'ai énormément de mal à visualiser. Donc, je me raconte ce monde. Alors, je voulais savoir si ça fonctionnait. Bien sûr. Oui. Bien sûr. La visualisation est toujours aisée, ça ils le savent très bien. Pour nous, c'est assez difficile parce que ça ne fait pas partie des techniques qu'on utilise. Les artistes utilisent bien sûr la visualisation. Nous, dans notre vie courante, on est moins formés à ça. Mais on peut se raconter les choses, on peut même écouter une belle musique. Il y a différentes techniques qui nous permettent de nous détendre et de partir un peu dans un monde enchanté. Moi, j'ai un truc, je partage avec vous. Je suis très, très sensible à la nature et je me suis aperçue que l'invisible m'a suggéré de me rendre dans un endroit qui s'appelle le Jardin des âmes, qui est un endroit absolument merveilleux parce que j'adore les jardins. Et donc là, je n'aurais aucun mal à le visualiser, il s'impose de lui-même. Et il y a un banc dans ce jardin, donc je vous donne le truc. Et lorsqu'on s'assoit sur ce banc, avec tout cet entourage de verdure et de fleurs magnifiques et des bosquets, eh bien quelqu'un vient s'asseoir à côté de nous. Alors ça peut être probablement notre binôme, ça peut être notre guide, notre ange, qui vous voulez. Et là, il y a une détente extraordinaire qui se fait. Et la visualisation, elle vient toute seule. Tout d'un coup, je vois un monde où les gens s'aiment, où les gens s'entraident. C'est extraordinaire. Mais ça passe, je m'en suis aperçue, pour moi personnellement, par le Jardin des âmes, qui m'est assez facile d'atteindre. Alors peut-être chacun d'entre vous va-t-il trouver le petit truc qui va lui permettre de se connecter, de rentrer dans cette énergie et d'atteindre ce niveau de connexion où la visualisation va arriver, puisqu'en fait, elle nous sera envoyée d'un ailleurs. D'accord? Bien, merci. Bon, rendez-vous au Jardin des âmes. Oui, ce que tu me dis, Anna, me fait penser à l'un des écrits des Pléiadiens où ils nous disent que les fées sont revenues sur notre terre pour nous aider à passer ces temps difficiles et qu'elles ont élu domicile à proximité du lieu où tu vis. Donc je pense que tu peux être très très proche de ces êtres fabuleux que sont les fées, comme tous les êtres de la nature qui nous aident à nous reconnecter à la terre. Voilà, donc pensez à ces êtres aussi qui peuvent nous aider, ce monde féerique, que ce soit les gnomes, les fées, les elfes, etc. Ils existent et ils peuvent aussi, eux, de leur côté, nous aider. Voilà. Là, je suis tout à fait d'accord, Chloé, parce que la nature est très intelligente et elle se manifeste sous différentes formes. C'est une entité, une puissance extraordinaire. Et personnellement, j'ai expérimenté que le contact avec la nature est une aide fabuleuse.
vraiment fabuleuse. Elle nous donne beaucoup d'énergie. Et elle peut nous donner même des recettes. Hein. Un jour, on en reparlera. Mais moi, j'ai eu communication avec des arbres et honnêtement, ce sont des grands sages. Ils ont des choses extraordinaires à nous dire. On en parlera. Est-ce qu'il y a une dernière question? Puis on terminera pour ce soir. Sabine? C'est la manne tout à l'heure? Oui. Anita? C'était bon? Oui, je voulais tout à l'heure on a parlé des femmes et j'ai vu quelque chose d'extraordinaire donc sur internet, justement un défilé de femmes palestiniennes, israéliennes, et il y avait une autre ethnie, et ces femmes défilaient pour la paix. C'était assez impressionnant. Il y avait même, elles étaient accompagnées d'une chanteuse. Et il y avait vraiment un défilé. J'ai été très émue de voir ces femmes. Je me suis dit, enfin, elles se réveillent. C'est ça. C'est ce qui est attendu sur le règne de Tara. C'est ce réveil des consciences féminines, du fait qu'on avait dit on ne met pas des enfants au monde pour les voir tuer à la guerre. Il faut la paix. On a besoin de la paix pour avancer. Et je pense que les femmes sont porteuses de ce message, et ça c'est magnifique. Et c'est un peu aussi cette manifestation, c'est un autre domaine, c'est le domaine de l'inégalité, mais qu'il y a eu en Islande. Vous avez vu, je pense, ces images fabuleuses de je ne sais plus, 10 000 ou 100 000 femmes réunies pour que changent les règles entre les hommes et les femmes, si vous voulez, l'inégalité dont il était question dans la première question que tu as évoquée, Claude. Il se passe quelque chose actuellement, oui. Il se passe quelque chose. Je pense que le pouvoir des femmes est en train de se réveiller. Le pouvoir de Tara est en train de se réveiller. Et tant mieux. Oui. Tant mieux. Michel. Merci. Merci Anita. Michel. Bonsoir à tous. On est arrivé en retard. Juste la question de savoir s'il y a un replay demain ou pas. Ah, ça c'est une question à Claude. Oui, peut-être pas demain parce que là j'ai beaucoup de visites ces prochains jours, mais je dirais courant de début de la semaine prochaine, j'essaierai de faire et de publier sur replay, mais ça demande quand même pas mal de travail, donc je suis désolé, je suis très pris actuellement, mais ça viendra. Je demande simplement un peu de patience, mais ça viendra. Oui, merci beaucoup. De rien. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours sur le sujet très controversé de la Terre creuse. Mais c'est un sujet, moi, que je trouve passionnant. Donc, je vous invite tous à venir. Et puis, j'espère que vous serez encore nombreux. Aujourd'hui, on était 20, c'est bien. Moi, c'est la moyenne actuellement des participants. Et puis, il y a ceux qui regardent les replays, comme Michel vient de nous le proposer. Anna, tu clôt la réunion? Oui. Simplement, recevez les bénédictions de l'escadrille, l'amitié de vos binômes, parce qu'ils sont présents. Et puis, comme d'habitude, moi je vais vous dire que je vous aime tous et à très bientôt. Et je suis ravie de ces rencontres très très enrichissantes. Et toutes vos interventions sont magnifiques et vont vraiment dans le sens du travail.